Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui se porte sur les antigènes. On a vu dans le premier cours que le système immunitaire, c'est le système qui défend l'organisme contre tout agresseur. Et je vous ai dit que la force de l'État est estimée par rapport à la force de son système de défense qui est son armée. Pareil pour le système immunitaire. Le système immunitaire, donc, il est responsable de défendre l'organisme contre les agresseurs, que ce soit les endogènes ou les exogènes. Et pour défendre l'organisme, il faut qu'il développe ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Et ces mécanismes de défense qui se regroupent sur le thème de la réaction immunitaire. Le système immunitaire, il est responsable de développer donc, des réactions immunitaires. Et on a vu que la réaction immunitaire, voilà, donc dans la réaction immunitaire, on a deux types de réactions immunitaires. On a des réactions immunitaires là où on va impliquer des mécanismes généraux. Donc c'est la réaction immunitaire innée et une réaction immunitaire qui va impliquer des forces spécialisées. Donc, c'est les effecteurs spécialisés, c'est les effecteurs donc, de la réponse immunitaire spécifique et qui se regroupent sur le thème de la réaction immunitaire adaptative. Adaptative, c'est l'implication des forces spécialisées. Mais pour induire une réponse immunitaire innée, n'importe quel agresseur peut l'induire. Un agresseur physique, un agresseur chimique, un agresseur microbien. Donc, n'importe quel agresseur peut induire le développement de la réaction immunitaire innée. Par contre, la réaction immunitaire adaptative exige des inducteurs, en général, biologiques, en général biologiques, des fois même chimiques, mais en général, donc sont biologiques, sont des agresseurs spécifiques, et que ces agresseurs sont appelés les inducteurs de la réponse immunitaire. Et les inducteurs de la réaction immunitaire, déjà on les a vus dans le premier cours, correspondent aux antigènes. Le froid, le feu, la chaleur, les agressions physiques peuvent induire une réaction immunitaire innée, mais ne peuvent pas induire une réaction immunitaire adaptative. Par contre, les bactéries, les virus, certains médicaments, certaines molécules solubles, donc, ont la capacité d'activer les effecteurs de la réponse immunitaire adaptative et ils ont voilà, donc, le caractère des antigènes et toute molécule, toute particule, toute substance ayant cette capacité d'induire la production ou le développement d'une réaction immunitaire adaptative s'appelle antigène. Donc, la définition des antigènes, c'est une définition fonctionnelle. C'est une définition fonctionnelle. Antigène, c'est une définition fonctionnelle. Comme on a dit la fois passée, pour les anticorps aussi, c'est une définition fonctionnelle. Avant, on définit les antigènes comme étant des substances capables d'induire la production des anticorps, avec lesquels elles réagissent spécifiquement. Avant, on pensait que les effecteurs spécifiques, ce sont des anticorps. Après, on s'est aperçu qu'il n'y a pas que les anticorps pour les effecteurs spécifiques. On a les anticorps et on a les effecteurs cellulaires. Donc, un lymphocyte B exprime le BCR. Donc, le lymphocyte B, on a l'activation de lymphocyte B via le BCR. On a les lymphocytes T. Les lymphocytes T expriment le TCR, donc qui reconnaissent l'antigène d'une façon spécifique. Donc, cette définition, voilà, cette définition de l'antigène qui induisent la production que des anticorps, donc c'est une définition qui est incomplète. Actuellement, on définit les antigènes comme étant des substances, des particules, des molécules ayant
la propriété ou sont capables d'induire la production des effecteurs immunitaires spécifiques, les effecteurs immunitaires de la réponse immunitaire adaptative, que ce soit ces effecteurs humoraux, comme les anticorps, ou cellulaires, et de réagir avec ces effecteurs d'une façon spécifique. Ça, c'est la définition donc, actuelle des antigènes. D'autres définitions. Quand je dis l'antigène, je vous ai dit, c'est une particule, c'est une protéine, c'est une molécule, c'est une cellule. Comme je vous dis, une porte. Cette porte qui va interagir avec une clé, parce que pour chaque porte, on a une clé. Donc, est-ce que la clé interagit avec toute la porte? Non, la clé va interagir avec une petite partie de la porte. Cette partie-là s'appelle la serrure. Aussi, donc l'effecteur immunitaire va interagir avec une petite partie de l'antigène, et cette petite partie de l'antigène s'appelle le déterminant antigénique ou un épitope. Donc l'épitope, c'est une unité fonctionnelle. Donc c'est la petite partie sur laquelle il va se fixer l'anticorps, ou donc l'antigène va interagir avec l'effecteur immunitaire. En réalité, donc l'antigène, il est formé de plusieurs épitopes. Donc l'antigène, c'est une mosaïque. Donc c'est une mosaïque d'épitopes. C'est comme on a une porte où là je peux placer 2 serrures, 3 serrures, 4 serrures, 20, 100, N. Donc voilà, l'antigène, il est formé d'un épitope de 2, de 3, de 4, de 5. Sur le plan fonctionnel, je vous ai dit que l'antigène, c'est une définition fonctionnelle. Donc, et l'ensemble de ces épitopes, donc maintenant, l'antigène, il est caractérisé par ces unités fonctionnelles qui sont les épitopes. Donc, les épitopes, ou l'ensemble des épitopes spécifiques pour cet antigène, donc constitue ce qu'on appelle le motif antigénique ou la spécificité antigénique. En général, quand on introduit un antigène, il n'y aura pas de production d'un seul type d'anticorps. Si on aura un seul type, là on parle des anticorps monoclonaux. Ça, Mais donc l'antigène en général voilà, induit la production des anticorps polyclonaux. Donc l'ensemble des épitopes qui caractérisent l'antigène sont appelés, voilà, l'ensemble est appelé donc le motif antigénique ou la spécificité antigénique. Là, pour un antigène, vous voyez, là, il y a une fixation de plusieurs anticorps. Pour les épitopes, on a des épitopes qui sont spécifiques pour le lymphocyte B, parce que les lymphocytes B peuvent reconnaître donc, directement l'antigène, c'est-à-dire il y a l'antigène qui va se fixer directement sur les lymphocytes B et on aura l'activation. Et on a des épitopes pour le lymphocyte T, parce que les lymphocytes T ne peuvent pas reconnaître l'antigène directement. Donc, le lymphocyte T exige que l'antigène soit capté par des cellules qui vont présenter l'antigène, de le dégrader et de le présenter avec les molécules d'HLA. Donc, les épitopes des lymphocytes T diffèrent des épitopes des lymphocytes B. On parle de la... Maintenant, quand on parle d'antigène, on parle d'une définition, je vous ai dit, fonctionnelle, mais sur le plan, donc c'est-à-dire, il y a une définition fonctionnelle, mais il y a une variété, on a plusieurs types. Et c'est pour ça qu'on est obligé de classer ces antigènes. Et les antigènes sont classés voilà, selon plusieurs facteurs. Donc, on peut les classer en fonction de leur pouvoir immunogène. Donc, on a des antigènes plus immunogènes, d'autres moins immunogènes, voire tolérogènes. Je vous donne un exemple. Donc, si on veut vacciner une personne, pour certains vaccins, on fait voilà, une seule fois, on l'injecte une seule fois. Pour d'autres vaccins, on doit faire 2, 3, 4 rappels. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence au niveau du pouvoir de l'induction de la protection des effecteurs immunitaires. Là, on parle donc la classification selon l'immunogénicité ou le caractère immunogène au nom de l'antigène. On peut classer les antigènes en fonction de leur origine. Est-ce que c'est un antigène du soi? Est-ce que c'est un antigène
des individus du même espèce? Est-ce que c'est un antigène provenant d'une autre espèce? Donc là, on parle de l'origine. Il y a aussi une classification selon la capacité de l'antigène d'induire directement la production donc, des anticorps en activant directement la lymphocyte B, ou donc pour que ces antigènes puissent induire la production des anticorps, doivent activer la lymphocyte T. Là, on parle de l'implication de la lymphocyte T ou non, donc pour l'induction de la production des anticorps. On peut classer aussi les antigènes selon la nature chimique. Donc, on a les antigènes, par exemple, protéiques, on a les antigènes des polysaccharidiques, on a les antigènes des substances, il y a des molécules. Donc, il y a, selon la nature chimique donc, des antigènes, on peut classer les antigènes selon leur propriété de la solubilité. Est-ce qu'on a des antigènes solubles, donc, comme les protéines, par exemple, comme les toxines, comme certaines substances, voilà, donc chimiques qui peuvent induire une réponse immunitaire, ou est-ce qu'on a des antigènes particuliers? Il y a des particules, donc comme les bactéries, comme, comme les virus, comme les cellules. On commence par la classification selon le pouvoir immunogène. On a des antigènes immunogéniques qui ont un pouvoir immunogène plus important. Et les antigènes ayant le pouvoir le plus immunogène, ce sont les protéines et surtout les protéines hétérologues d'origine infectieuse, d'origine végétale, d'origine animale. Donc, ça veut dire des antigènes qui proviennent d'autres espèces. On a les antigènes aussi allogéniques. Mais les antigènes allogéniques sont moins immunogènes, mais quand même aussi, ils sont immunogènes, comme par exemple le groupe sanguin. C'est-à-dire les antigènes du groupe sanguin, le système ABO, il est immunogène. Donc vous prenez le système Rhésus, il est immunogène. Vous prenez le système HLA, donc il y a, voilà, ce sont des molécules allogéniques, voilà, de même espèce, mais qui ont le pouvoir immunogène, qui induisent le développement des effecteurs immunitaires. Et on a des antigènes non immunogéniques, sont appelés des fois les antigènes tolérogènes. Et pour les antigènes tolérogènes, on a que ce soit des antigènes du soi, que ce soit des antigènes de non-soi. Les antigènes du soi, en général, sont tolérogènes. Et là, pour la tolérance concernant les constituants du soi, on a plusieurs mécanismes qui sont impliqués pour avoir cette tolérance. Soit l'antigène, il ne rentre pas en contact parce que l'antigène se trouve dans un endroit privilégié, comme par exemple l'œil, et soit les mécanismes au niveau des thymus qui permettent l'élimination des cellules autoréactives, soit il y a des mécanismes de la régulation. Donc là, soit la dose elle est très importante de l'antigène. Donc là, on a plusieurs mécanismes qui permettent la tolérance. Mais aussi, on a la tolérance vis-à-vis des antigènes de non-soi, les antigènes dont le système, dont l'organisme en a besoin. Donc je vous donne le cas. Donc le cas par exemple d'alimentation. Donc imaginez que le système immunitaire au niveau des muqueuses, au niveau du GALT, qui va empêcher l'absorption ou le passage de tout ce qui est étranger. Pas de passage de médicaments, pas de passage d'alimentation, pas de passage de l'eau. Donc est-ce que l'organisme peut se développer? Est-ce que l'organisme peut survivre? Non. Donc, il a pour laisser passer ces substances, ces antigènes ou ces molécules donc alimentaires, donc, ou certaines bactéries, comment ça? Il faut qu'il y ait une tolérance. Donc, et là, on a des antigènes tolérogènes, et les antigènes tolérogènes en général sont des antigènes, sont des substances, voilà, c'est vrai, des substances étrangères ou des molécules étrangères, mais l'organisme a besoin de ces substances, on a besoin, et c'est pour cela le système immunitaire doit établir des mécanismes de tolérance pour laisser l'organisme d'en profiter. Il y a aussi
parmi les antigènes non immunogènes, donc et certains ils le disent, voilà, ils les considèrent comme antigènes, mais on peut ne pas le considérer comme antigène. Le cas des aptènes. Quand je parle de l'aptène, ce sont des substances quand sont introduites, quand sont des molécules, quand elles sont introduites dans l'organisme, ne peuvent pas induire la production des effecteurs immunitaires. Par contre, si on a des effecteurs immunitaires qui existent, qui sont déjà produits, spécifiques pour ces aptènes, donc il y aura une interaction. Pour rendre ces aptènes immunogènes, il faut les fixer sur des protéines porteuses, ce qu'on appelle les protéines carrières. Et ce caractère est important, pourquoi ? Parce qu'ils sont impliqués beaucoup plus dans la pathologie. Je vous donne le cas de l'eczéma de contact. L'eczéma de contact, il y a des substances qui ne sont pas immunogènes quand ils sont introduits dans l'organisme, mais quand ils se fixent sur les protéines des kératinocytes, donc ces protéines de kératinocytes donc, deviennent maintenant, ces protéines, voilà, donc ces particules avec les protéines deviennent immunogènes. Il y aura la production des effecteurs immunitaires qui sont responsables de la destruction. Donc l'aptène, ce sont des substances de très faible poids moléculaire, non immunogènes. Mais non immunogènes, c'est non immunogéniques, ne sont pas immunogènes, mais ils sont antigéniques, ils ont l'antigénicité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas induire la production des effecteurs immunitaires, mais ont la capacité d'interagir avec les effecteurs immunitaires. Un aptène fixé spontanément ou artificiellement sur une protéine porteuse, ce qu'on appelle en anglais carrière, devient immunogène. Donc peut induire la production des effecteurs immunitaires. Donc là, il y a plusieurs expériences. Si je prends un aptène comme l'aminobenzène sulfonate, je vais l'introduire chez l'animal, donc il n'y aura pas de réponse immunitaire. Mais si je fixe par exemple cet aptène, l'aminobenzène sulfonate, sur l'ovalbumine, et je vais le réintroduire chez l'animal, il y aura la production des anticorps contre l'ovalbumine et contre l'aminobenzène sulfonate. Donc, et si je prends ces anticorps anti-aptènes, je vais les mettre en contact avec l'aminobenzène sulfonate, je vois qu'il y aura une réaction, ou il y aura une interaction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des effecteurs immunitaires qui reconnaissent l'aptène, mais quand l'aptène est tout seul, n'arrive pas à induire la production des anticorps. Mais quand l'aptène est fixé sur une protéine porteuse, donc cette protéine porteuse va permettre l'interaction et la coopération entre lymphocyte T et lymphocyte B, parce que lymphocyte B exige en général l'intervention de lymphocyte T pour qu'il y ait la réaction immunitaire ou la production des anticorps. Donc la protéine porteuse permet d'activer donc les lymphocytes T pour inciter la lymphocyte T à venir aider le lymphocyte B et la production des anticorps. Donc je reviens, je récapitule. Donc l'aptène sont des substances de faible poids moléculaire qui ne sont pas immunogènes, qui ne peuvent pas induire la production des effecteurs immunitaires tout seuls. Et quand ils sont fixés sur une protéine porteuse, sur ce qu'on appelle une carrière, donc cet aptène donc, aura la capacité d'induire la production des effecteurs immunitaires. Maintenant, on va voir la classification selon l'origine. Donc, selon l'origine, on a des aptènes, ce qu'on appelle les aptènes on parle des antigènes ou les antigènes, les xéno-antigènes. Les xéno-antigènes ou les hétéro-antigènes. Donc, ce sont des antigènes des espèces différentes. Ça veut dire quoi ? Maintenant, on parle même de xénogreffe. Xénogreffe,
On a besoin maintenant, il y a pour certaines pathologies, le seul traitement, c'est la greffe. Je prends le cas, par exemple, le rein. Quand on a une insuffisance rénale terminale, le seul traitement, c'est la greffe rénale. Maintenant, comme on a bien développé cette thérapie, la demande, on la maîtrise mieux. Maintenant, on a des malades, aussi le nombre de malades est important, et on n'a pas de donneurs. Les chercheurs sont en train de chercher la possibilité d'avoir des organes des animaux, de pauvres ou de chiens. Donc là, on parle de la xénogreffe. Donc c'est la greffe, la xérogreffe. Donc c'est la greffe à partir, voilà, des animaux ou d'une autre espèce. Donc quand on parle d'antigènes, xéno-antigènes ou hétéro-antigènes, donc là, c'est les antigènes, voilà, une espèce, notre espèce qui est introduite chez la personne. Par exemple, je prends un antigène du chat et je vais l'introduire chez le lapin. Donc l'espèce du chat et du lapin, donc ce sont deux espèces différentes. Donc là, on parle de xéno-antigènes ou hétéro-antigènes. On a les antigènes syngéniques ou les antigènes iso-antigènes. Syngéniques, iso-antigènes, on le voit donc chez les végétaux, ou on les voit par exemple chez les animaux. Donc voilà, chez les souris, là on aura des souris par exemple qui ont le même antigène mais de la même espèce. Donc ce sont des individus de la même espèce qui possèdent le même antigène. Là on parle de l'antigène syngénique ou les antigènes. On a les alloantigènes. Et ce mot allo donc, veut dire que c'est les individus de même espèce. L'allo-immunisation. Donc l'allo-immunisation, voilà, si voilà, quelqu'un qui a un groupe O, il sera transfusé avec un groupe B, il aura une réaction contre le groupe O. Donc le groupe B. Donc vous voyez, donc le groupe O, il va développer une réponse immunitaire contre l'antigène de l'individu de même espèce. Donc à l'antigène, ce sont des antigènes de même espèce, mais qui sont spécifiques pour des groupes. Par exemple, vous prenez le système ABO, chez les êtres humains, certains ils ont le groupe O, d'autres groupe A, et les autres groupes B. Donc c'est le même groupe sanguin, mais l'expression est différente, voilà, entre les individus d'une même espèce. Donc les allo-antigènes sont les antigènes qui différencient des groupes d'individus chez la même espèce. Et on a les auto-antigènes, oui, l'antigène du soi. Donc normalement, le système immunitaire ne doit pas développer des réponses immunitaires contre les antigènes du soi, mais certains cas, on a des maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, par exemple, dans le cas de la thyroïdite, on trouve les anticorps anti le récepteur TSH. Le récepteur TSH, le récepteur de TSH, c'est un auto-antigène. On trouve des anticorps anti-thyroglobuline. Donc la thyroglobuline, c'est un auto-antigène, c'est un antigène du soi. On trouve des anticorps anti-insuline. L'insuline, c'est un antigène du soi. Donc on peut développer donc, les antigènes ou les molécules ou du soi qui induisent la production des effecteurs immunitaires sont appelés les auto-antigènes ou l'antigène du soi. On peut avoir une classification selon est-ce qu'il y a l'implication du lymphocyte ou non. Donc, on a les antigènes thymodépendants ou des antigènes T-dépendants. Thymodépendants, ça veut dire que ces antigènes ne peuvent induire la production des anticorps que s'ils arrivent à activer le lymphocyte T. Et la majorité des antigènes qui se trouvent dans la nature, ce sont des antigènes thymodépendants. Pourquoi ? Parce que les antigènes thymodépendants, ce sont des protéines. Et les protéines, représentent la majorité, voire la quasi-totalité des antigènes. Pourquoi ? Parce que les protéines sont produites par la flore et par la faune.
Donc, quand je parle des protéines, je parle donc des gènes, parce que les êtres vivants, ils ont des gènes, et que ces gènes qui sont responsables, voilà, de coder pour ces protéines. Donc, la majorité des antigènes donc, qui se trouvent dans la nature, ce sont des antigènes thymodépendants. Et on a des antigènes thymo-indépendants ou T-indépendants. Et quand je parle des antigènes thymo-indépendants ou T-indépendants, ce sont des antigènes ayant la capacité, ayant une caractéristique donc d'induire la production des anticorps sans passer par la lymphocyte. Peuvent induire la production des anticorps sans passer par le lymphocyte. Et là, on a deux types. Je vous ai dit une chose, je ne sais pas, donc si je vous ai dit ça, donc quand on veut activer une cellule immunitaire, que ce soit la lymphocyte T, que ce soit la lymphocyte B en général, ou même d'autres cellules, il nous faut deux signaux. Pour les antigènes thymodépendants, le premier signal, c'est que l'antigène il se fixe sur la lymphocyte B. Le deuxième signal, il sera donc suite à l'activation de lymphocyte va libérer des cytokines et les cytokines qui vont se fixer sur la lymphocyte B. Donc il y aura deux signaux. Le premier signal via le BCR, le deuxième signal via donc la cytokine libérée par le lymphocyte. C'est ça la spécificité donc des antigènes thymodépendants. Les antigènes thymodépendants, ils peuvent d'abord se fixer sur le BCR de la lymphocyte B. Mais quand ils se fixent, on aura un seul signal. Un signal n'induit pas l'activation de la lymphocyte B. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Aussi, ces antigènes, ils vont se fixer sur la lymphocyte. Ils sont présentés au lymphocyte, ils vont activer la lymphocyte. Le lymphocyte libère des cytokines. Les cytokines viennent donc activer le lymphocyte B pour apporter le deuxième signal. Et là, on aura les deux signaux. Le premier signal via le BCR, le deuxième signal via les cytokines des lymphocytes. Et là, on parle des antigènes thymodépendants. Pour les antigènes thymo-indépendants, et voilà, on aura les deux signaux sans passer par le lymphocyte. Et pour les antigènes thymo-indépendants, on a deux types. On a les antigènes thymo-indépendants de type 1 et on a les antigènes thymo-indépendants de type 2. Pour les antigènes thymo-indépendants de type 1, donc, sont caractérisés par quoi? Ils sont caractérisés parce que sur les lymphocytes B, il y a des récepteurs qui reconnaissent des molécules d'une façon non spécifique. Et ces récepteurs sont appelés, même ils se retrouvent sur les macrophages, ces récepteurs, ils se retrouvent sur les cellules dendritiques, ils se retrouvent sur les cellules immunitaires. Ces récepteurs sont appelés les PRR. Donc les lymphocytes, donc les antigènes qui peuvent se fixer, parce que ce sont des antigènes sur le BCR, d'un côté, pour donner le premier signal, et ont la propriété de se fixer sur les PRR, donc là, il y aura deux signaux. Un signal via le BCR, le deuxième signal via le PRR, donc on aura deux signaux et l'activation de la lymphocyte B et la production des anticorps. Donc, parmi ces antigènes thymo-indépendants de type 1, on a la lipopolysaccharide, les polysaccharides bactériennes, la flagelline, parce que polysaccharide LPS, le LPS a un récepteur qui s'appelle le TLR4. Donc, le lymphocyte B exprime le TLR4. Donc, le LPS, il se fixe sur le TLR4, il se fixe sur le BCR, et on aura les deux signaux, l'activation de la lymphocyte B et la production des anticorps. Par exemple, la flagelline, donc les bactéries flagellées, au niveau des bactéries flagellées, on a la flagelline. La flagelline a un PRR aussi qui s'appelle le TLR5. Donc, le TLR5 est exprimé par la lymphocyte B et la flagelline se fixe sur le BCR parce qu'il faut qu'il y ait un antigène, le résultat spécifique, qui est le BCR, d'un côté. De l'autre côté, elle va se fixer sur le TLR5. Donc, il y aura les deux signaux fournis. Donc, le premier signal via le BCR, le deuxième signal via
le TLR5, donc l'activation de la lymphocyte B et la protection des anticorps. Donc, les antigènes thymo-indépendants de type 1, ce sont des antigènes ayant des récepteurs PRR exprimés par les lymphocytes B. Le deuxième type des antigènes thymo-indépendants, ou l'antigène thymo-indépendant de type 2, ce sont des antigènes ayant comme propriété d'avoir des épitopes répétitifs. Voilà, donc il y a, je vous ai dit, donc essayez d'imaginer l'antigène comme une porte. Je reviens à cet exemple. Et sur la porte, on a la fixation de plusieurs serrures. Des fois, on a la même clé qui ouvre 2 ou 3 serrures. Pareil, quand on a un antigène et que cet antigène possède 2, 3, 4, 5 épitopes qui se ressemblent, c'est les mêmes identiques. Donc ces épitopes, parce que un lymphocyte B exprime un BCL et tous les BCL, tous les molécules d'immunoglobulines exprimées par un lymphocyte B qui restent sur la membrane cytoplasmique, ce qu'on appelle les BCL, donc sont identiques. Ils sont identiques. Tous les BCL d'un même lymphocyte B sont identiques. Donc, pour que un antigène puisse se fixer sur 2 BCL d'un lymphocyte B, le même lymphocyte B, il faut que l'antigène exprime plusieurs épitopes identiques. Quand on a des antigènes exprimant des épitopes répétitifs, c'est-à-dire des antigènes qui sont identiques, donc les épitopes, ils se fixent là sur le premier BCL, l'autre sur le deuxième BCL, et là on aura les 2 signaux qui sont fournis suite à ce qu'on appelle un pontage et l'activation de lymphocyte B. Et là, on le voit dans le cas quand on a des antigènes polysaccharidiques. Donc, les polysaccharidiques sont caractérisés par la présence des antigènes donc répétitifs, comme le dextran, comme le VAN, comme certains polymères donc synthétiques. Voilà. Donc, quand on a des polysaccharides en général, les polysaccharides sont caractérisés par la présence des épitopes qui se répètent, qui sont les mêmes, qui sont identiques. Et ces épitopes, ils vont se fixer sur les BCL de même lymphocyte B. Ils vont fournir les 2 signaux pour l'activation de lymphocyte B et la protection des anticorps. Il y a une autre classification, la classification selon la nature chimique. Donc, les antigènes les plus immunogènes, ce sont les protéines. Donc, la nature protéique. Et pour les protéines, on a plusieurs types de protéines. On a les protéines naturelles, on a les protéines artificielles et on a les protéines synthétiques. Les protéines naturelles, donc, qui sont produites par les êtres vivants. Artificielles sont des protéines naturelles, donc sur lesquelles on va greffer, on va fixer des séquences latérales. Et on a les protéines synthétiques qui sont synthétisées, voilà, au niveau de laboratoire. Donc pour les protéines naturelles, on a les protéines fibrillaires et on a les protéines globulaires. Les protéines fibrillaires, comme les collagènes par exemple, ils n'ont pas de structure conformationnelle, ils ont des structures primaires, séquentielles. Donc, et les épitopes, ils possèdent des épitopes séquentielles. C'est la séquence. L'épitope, voilà, et il est formé des petites séquences. Et on a après, la taille de l'épitope, c'est entre 12 à 25 après acétamine. Et on a les protéines globulaires, donc les protéines globulaires qui ont une structure secondaire, tertiaire, quaternaire. Donc, et même l'épitope, il est conformationnel. Et la taille de l'épitope, elle est entre 10 à 20 acétamines en général. Toujours avec la nature chimique, on a les protéines polyosidiques, c'est-à-dire les antigènes glycosylés, sont des polysaccharides, des sucres, c'est des polyosidiques. Donc ce sont des antigènes immunogènes, mais ils sont peu immunogènes. Ce qui caractérise les antigènes polyosidiques sont des antigènes en général thymo-indépendants. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent des terminaux antigéniques ou des épitopes répétitifs.
Et l'épitope, les épitopes, voilà, sont des épitopes séquentiels, ne sont pas des épitopes conformationnels de après 6 sucres environ. On a les antigènes lipidiques qui sont peu immunogènes, mais quand même, on a les anticorps des phospholipides. Il y a les phospholipides. Mais dans cette situation, on peut avoir la protection, comme je vous ai dit, les phospholipides. Ils peuvent aussi jouer un rôle d'aptène quand ils se fixent surtout sur les protéines. Donc, ils deviennent, voilà, les lipoprotéines sont plus immunogènes que les lipides. Et on a les acides nucléiques aussi, sont peu immunogènes aussi, très peu immunogènes. Ils jouent beaucoup plus le rôle de l'aptène. Et on a des anticorps dans cette pathologie, les anticorps anti-ADN, les anticorps anti-ARN. Donc, mais en général, l'ADN est associé avec les protéines. Donc, dans le cas de la chromatine, donc, et ces protéines de la chromatine, c'est les histones et d'autres protéines. Une autre classification selon la solubilité, donc les propriétés physiques. Donc, on a les antigènes solubles et on a les antigènes particulaires. La majorité des antigènes, ce sont des antigènes solubles. Donc, les antigènes solubles constituent la majorité des antigènes, et ils sont les protéines, les polysaccharides et les autres. Il y a des médicaments, donc, et on a les antigènes particulaires, ce sont des particules, et ces particules, que ce soit des particules vivantes ou des particules inertes, comme par exemple le latex, donc vivantes les bactéries, les virus, les cellules, les parasites. Et on sait, donc, voilà, donc ça c'est les différentes classifications des antigènes. On va parler maintenant des propriétés fonctionnelles des antigènes. Donc les antigènes ont deux propriétés fonctionnelles. On va les tirer de la définition. Et quand on a parlé de la définition, on a dit que les antigènes, ce sont des substances, des particules ayant deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est la capacité d'induire la production des effecteurs immunitaires. La deuxième caractéristique, c'est de réagir avec ces effecteurs immunitaires. Donc là aussi, la première caractéristique, c'est l'immunogénicité. La deuxième caractéristique, c'est l'antigénicité. La capacité d'induire la production des effecteurs immunitaires s'appelle l'immunogénicité. On parle de l'immunogène. Et l'immunogène, c'est la capacité d'induire la production des effecteurs immunitaires, que ce soit solubles, ou ce qu'on appelle immoraux, ou cellulaires. Et quand ces effecteurs sont produits, donc l'antigène va interagir avec ces effecteurs. Et cette caractéristique s'appelle l'antigénicité. La capacité, donc c'est la capacité d'interagir avec, spécifiquement avec l'effecteur, donc ça s'appelle l'antigénicité. L'antigène va être introduit dans l'organisme, il va rencontrer le système immunitaire, donc il va induire la production des effecteurs immunitaires, et cette caractéristique s'appelle l'immunogénicité. Donc il y a les effecteurs immunitaires, et après l'effecteur immunitaire va interagir donc avec l'antigène, et cette caractéristique s'appelle là c'est l'antigénicité. Là il y a une erreur. Je dois le corriger. Là c'est l'antigénicité. L'antigénicité, c'est pas l'immunogénicité. Donc, maintenant, quels sont les facteurs qui influencent ou qui contrôlent l'immunogénicité? Donc, cette immunogénicité, elle est influencée par plusieurs facteurs. Le premier facteur qui influence l'immunogénicité, c'est le facteur génétique. Ça veut dire quoi, le facteur génétique? Donc, on va introduire le même antigène chez les deux individus de même espèce. On n'aura pas la même réponse. C'est-à-dire, la réponse, elle est traduite par la production des effecteurs immunitaires. Pourquoi? Parce qu'on a une différence individuelle
chacun, voilà, il y a une différence individuelle pour chacun de nous. Donc, voilà, au niveau des molécules, par exemple, ça c'est le complément, ça c'est le cytokine, ça c'est les molécules d'adhésion. Donc il y a une différence individuelle parce qu'il y a des mutations qui touchent les éléments, les différents gènes du système immunitaire. Donc il n'y aura pas la même quantité des molécules ou des substances qui sont produites. Donc il y aura pas de la même réponse. Par exemple, quand on veut produire, en général, quand on veut produire des anticorps, par exemple, chez l'animal, on ne va pas immuniser un seul animal. On va immuniser plusieurs animaux de la même espèce. Donc, voilà, l'objectif d'avoir des animaux qui répondent mieux que les autres et je prends les effecteurs immunes de ces animaux. Donc, si j'introduis donc l'antigène chez l'animal, donc il y a une différence chez les les animaux de même espèce. Produire par exemple un anticorps anti-albumine chez par exemple la souris. Donc là, je dois immuniser 4 ou 5 souris. Certaines ne répondent pas. Certaines ne produisent pas des anticorps anti-albumine. D'autres peuvent produire une petite quantité. D'autres qui produisent mieux. Moi, j'ai besoin des anticorps de cet animal comme un réactif. Donc, je dois prendre le sérum ou de la souris ou de l'animal qui répond mieux que les autres. Donc, il y a le facteur génétique qui est très important. Le deuxième facteur qui influence l'immunogénicité, c'est la capacité d'induire la production des effecteurs immunitaires. Le deuxième, c'est l'âge. Donc, les individus, vous prenez par exemple les enfants répondent moins parce que le système immunitaire il est encore immature qu'un adulte. Les vieux répondent aussi moins. Donc les jeunes, les plus jeunes et les plus vieux sont des mauvais répondeurs. Donc sont des qui ne produisent pas de façon importante ou correcte les effecteurs immunitaires. Parce que les vieux, donc c'est l'effet de la sénescence, avec l'âge, donc il y aura une diminution de telle molécule, telle cellule. Donc et c'est pour ça que les vieux développent plus de cancers, les vieux développent plus des infections, parce qu'ils ont un système immunitaire qui est affaibli par rapport à un jeune. Les enfants, pareil, c'est les enfants qui font beaucoup plus des infections, par exemple, que les adultes. Donc les plus jeunes et les plus vieux sont des mauvais répondants. Parmi les facteurs aussi, c'est les facteurs étranges à l'organisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je prends par exemple un antigène de l'âne avec l'antigène, par exemple, du cheval, j'introduis l'antigène du cheval chez l'âne, ou l'antigène d'une plante ou du lapin ou de la souris chez l'âne, il n'y aura pas de la même réponse. Parce que donc, dans l'espèce, dans l'échelle zoologique, l'âne il est proche au cheval. Plus que donc, on s'éloigne dans l'échelle zoologique, plus qu'on aura une réponse importante. Parmi les facteurs qui influencent l'immunogénicité, la nature chimique. On a vu que les protéines sont les meilleurs immunogènes, donc mieux que les polysaccharides, donc mieux que les autres, les lipides ou d'autres. Le poids moléculaire aussi joue un rôle important. Donc pour les protéines exigent des poids moléculaires plus de 5 kg d'altan. Les polysaccharides exigent des poids moléculaires plus de 50 kg d'altan. Donc là, le poids moléculaire il est important. Les poids moléculaires, les substances de faible poids moléculaire, donc ne peuvent pas induire la protection des effecteurs immunitaires. Parmi aussi les facteurs qui influencent l'immunogénicité, c'est la complexité moléculaire. Plus qu'on a une molécule qui est simple, donc qui n'a pas d'échelle latérale, qui est simple, donc elle sera moins immunogène par rapport donc les substances ou des molécules qui ont une structure plus complexe.
Parmi aussi les facteurs liés à la conformation, parce que c'est la forme, c'est la structure tertiaire ou secondaire, donc elle peut, influence peu l'immunogénicité, donc la conformation. La dose est importante. Donc, les doses faibles n'induisent pas la réponse immunitaire. Les doses très fortes, au contraire, vont induire la tolérance. Donc, il faut qu'il y ait des doses adéquates pour qu'on puisse induire correctement une réponse immunitaire. Parmi aussi les facteurs qui influencent l'immunogénicité, le caractère dégradable. C'est le caractère dégradable. Donc, si je prends un antigène et que cet antigène, parce que l'antigène, il faut qu'il soit capté pour induire en général la réponse immunitaire, il faut présenter l'antigène aux lymphocytes, parce que c'est les lymphocytes, c'est la cellule principale, c'est l'état-major du système immunitaire. C'est lymphocyte qui va influencer le lymphocyte B de produire des anticorps, par exemple. Donc, et pour activer ou induire une réponse immunitaire immorale ou cellulaire, il faut que l'antigène soit dégradé par des cellules qui vont le présenter, ce qu'on appelle les CPA. Mais si on a des substances qui ne sont pas dégradables, ne seront pas présentés. S'ils ne sont pas présentés, il n'y aura pas d'indication de la réponse immunitaire. Donc, les antigènes qui sont facilement captés, facilement et qui sont dégradables, voilà, donc ils seront mieux présentés et qui vont induire la réponse immunitaire. Aussi, toujours avec les facteurs qui influencent l'immunogénicité, donc les voies d'administration de l'antigène. Donc maintenant, si je prends par exemple, si j'introduis l'antigène par la voie orale, en général, elle est tolérogène. Donc, si j'introduis par exemple l'antigène directement par la voie intravéneuse, c'est de l'antigène, il est introduit directement au niveau du sang. Donc, intraveineuse, elle est moins immunogène. Par contre, la voie sous-cutanée, la voie intradermique et la voie intramusculaire, ce sont les voies les plus immunogènes parce que l'antigène, il est introduit au niveau des tissus, ce qui facilite son drainage, sa captation et sa présentation et l'indication de la réponse immunitaire. Un autre facteur qui est aussi important, donc c'est les adjuvants. Donc quand je parle d'adjuvants, je parle de substances rajoutées avec les antigènes. Et ces substances ne vont pas, interférer avec la réponse spécifique. Non. Donc, ce sont des substances qui vont aider. Donc, ils vont aider l'antigène à induire donc, la production des effecteurs immunitaires. Production des effecteurs immunitaires spécifiques. Par exemple, si je veux produire des anticorps, si je veux produire des anticorps, donc je vais introduire un antigène. L'antigène, il faut qu'il soit capté. Il y a le développement de la réaction inflammatoire. Il faut qu'il y ait libération des cytokines. Il faut qu'il y ait une captation. Mais si j'introduis avec l'antigène donc des substances qui augmentent la sécrétion des cytokines inflammatoires, qui ne sont pas spécifiques. Parce que production des cytokines, donc ça veut dire pas, il n'y a pas d'interaction directement avec les effecteurs spécifiques. Mais de toute façon, c'est qu'on va apporter un plus ou apporter une aide donc, à cet antigène pour induire la production des effecteurs immunitaires. Donc, les substances l'adjuvant rajouter, donc qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va induire la libération des cytokines. C'est très bien. Si on libère plus de cytokines, donc on augmente la possibilité d'activer les cellules immunitaires d'une façon spécifique. La libération de cytokines d'une façon spécifique, il n'y a pas de spécificité. Par exemple, l'adjuvant, il facilite la captation. Parce que l'antigène, quand il n'est pas capté, donc il ne sera pas phagocyté, il ne sera pas dégradé, il ne sera pas présenté. Donc, et là, on a plusieurs. Donc, on a plusieurs types d'adjuvants. Il y a les adjuvants minéraux. Donc, voilà. Donc, il y a les adjuvants, par exemple, des émissions huileuses ou huile dans l'eau, donc comme l'adjuvant de Friend ou l'adjuvant complet de Friend. Ou il y a même aussi il y a des substances bactériennes ou des entérotoxines
qui active les PRR, donc pour augmenter l'action inflammatoire. Donc là, pour vous dire que les adjuvants sont des substances, sont des solutions, sont des voilà, donc qui sont rajoutés avec l'antigène et qui ne vont pas interagir spécifiquement avec l'effecteur ou l'effecteur spécifique de l'antigène. Non. Voilà, donc ils vont induire soit la libération des cytokines, donc ils jouent un rôle dans la captation, donc faciliter la captation, c'est-à-dire faciliter la dégradation de l'antigène, donc activer la libération par exemple de calcium, donc l'action elle n'est pas spécifique, donc il n'y a pas d'interaction avec le récepteur, mais ils vont augmenter la capacité de l'antigène à produire l'effecteur immunitaire. On a terminé avec l'immunogénicité. Concernant l'antigénicité, je vous ai dit, c'est la capacité de l'antigène d'interagir avec son effecteur après sa production. Donc maintenant, l'antigène, il induit la production de l'effecteur. Et après la production de l'effecteur, maintenant, il va interagir avec l'antigène. Et cette interaction s'appelle l'antigénicité. Cette antigénicité, elle est influencée par la conformation moléculaire. Pourquoi? La conformation influence l'antigène. Parce que l'antigène, il a une conformation. S'il a une conformation, l'effecteur immunitaire, je prends le cas d'anticorps. L'anticorps, il a un site. Le site de l'anticorps qui va interagir avec l'antigène, il a l'épitope, c'est la petite séquence qui va interagir avec l'anticorps, et l'anticorps, il a son récepteur, il s'appelle, ou le site de fixation de l'antigène s'appelle le paratope. Donc l'épitope, il va se fixer sur le paratope. Donc le paratope, c'est un récepteur. Il faut que l'épitope pénètre dans ce récepteur, parce que je vous ai parlé dans le premier cours donc des immunoglobulines, et je vous ai dit que les immunoglobulines sont formées de deux chaînes lourdes, deux chaînes légères, et les deux chaînes légères, les chaînes lourdes, ils possèdent des parties constantes et des parties variables, et la combinaison des parties variables de la chaîne légère avec la chaîne lourde constitue le site de fixation de l'épitope. Mais l'épitope, il va rentrer si on a une conformation qui n'est pas complémentaire. Donc que l'antigène, il ne peut pas. C'est-à-dire la conformation par une gène. C'est-à-dire là, la structure ne permet pas à l'épitope d'accéder à son récepteur. Il n'y aura pas de fixation. La conformation influence donc la conformation influence l'antigénicité. Parmi aussi les facteurs qui influencent l'immunogénicité, les charges électriques. C'est de quoi les charges électriques? En général, les antigènes, ce sont des protéines, en général, je vous ai dit. Les anticorps sont des protéines. Donc, les protéines sont formées des acides aminés. On a les acides aminés acides, les acides aminés basiques, on a les acides aminés aliphatiques, qui ne sont ni basiques, ni acides, ni basiques. Donc, dans un milieu de pH, par exemple, je peux prendre le pH, un pH neutre, si je prends par exemple un pH neutre. Un pH neutre, donc les acides aminés basiques sont chargés positivement, acides chargés négativement. Donc, imaginez qu'on a des antigènes, vous avez des antigènes, donc ils possèdent par exemple plus des acides aminés basiques, et même au niveau du paratope, on a des acides aminés basiques. Là, il n'y aura pas de force d'attraction, par contre, il y aura les forces de répulsion. Donc, pour qu'il y ait une force d'attraction, il faut que la somme algébrique de ces forces soit supérieure à 0. Plus que les forces d'attraction elle est importante, plus que la liaison sera importante. Et cette force d'attraction ou cette liaison, elle est importante en fonction de quoi? Elle est importante en fonction de
Donc la liaison entre l'antigène et l'anticorps, entre l'épitope et le paratope, donc elle sera importante. Donc quand on a la force d'attraction, elle est importante. Donc plus qu'on aura, par exemple, des acides aminés basiques sur le paratope et acides sur l'épitope, donc on aura des forces d'attraction beaucoup plus importantes. Et cette force d'attraction s'appelle l'affinité. L'affinité, elle sera une affinité, cette affinité, elle sera importante. Donc la liaison, elle sera importante. Donc l'antigénicité sera l'antigénicité ou la fixation sera importante quand on a une affinité importante. Et l'affinité est déterminée par la somme algébrique des forces d'attraction et des forces de répulsion entre le paratope et l'épitope. La nature chimique aussi influence l'antigénicité. Voilà. Donc vous prenez donc les polysaccharides ne sont pas comme les protéines. Les protéines ne sont pas comme des lipides. Les lipides ne sont pas comme des médicaments. Donc il y a une différence donc d'établir des liaisons entre l'antigène et l'effecteur immunitaire en fonction de la nature chimique. Parlons de l'antigénicité, donc un mot sur les réactions croisées. Pourquoi on a des réactions croisées? Les réactions croisées, en général, sont dues à des épitopes communs. Ça veut dire quoi? Des fois, vous achetez des serrures, vous achetez des serrures sans rendre compte et vous placez ces serrures sur les différentes portes. Après, vous prenez une clé, ici vous trouvez par exemple une clé qui peut ouvrir 2 ou 3 portes. Donc, c'est-à-dire, vous avez placé la première serrure pour la première porte, mais cette clé de la première serrure peut ouvrir la porte numéro 5 ou numéro 6. C'est ça le problème de réaction croisée. Donc la réaction croisée, c'est que quand on a deux antigènes, il y a des antigènes, il y a des épitopes qui sont différents entre les deux antigènes, aussi on a des épitopes qui sont les mêmes. Et la présence de ces épitopes sur des antigènes, que ce soit entre les antigènes étrangers ou entre les antigènes, par exemple, du soi, l'organisme, et les antigènes les antigènes, par exemple, des agents pathogènes. Et ces réactions croisées sont responsables de plusieurs pathologies. Je vous donne le cas des maladies, par exemple, les maladies auto-immunes. Et il y a une pathologie qui s'appelle le rhumatisme articulaire aigu. Et quand on est en étudiant, on nous a dit, attention, la carie dentaire peut être responsable de maladies cardiaques. Aussi, on se disait, donc, quelle est la relation entre la dent et le cœur? Maintenant, on comprend bien, oui, la carie dentaire donne une atteinte cardiaque, donne une atteinte articulaire. Là, on parle du rhumatisme articulaire aigu. Pourquoi? Parce que, donc, quand on parle de la carie dentaire, elle est due donc, donc, à la dégradation du sucre qui donne de l'acide. L'acide qui est responsable d'éroder la dent. Donc, une fois que les dents soient atteintes, donc il y aura des infections. Et les infections par les bactéries qui se trouvent au niveau de la bouche, donc ces bactéries, le cas des streptocoques. Les streptocoques donc, vont induire une réponse immunitaire. L'organisme va développer des anticorps contre les antigènes de la bactérie. Il y en a des épitopes au niveau de l'antigène de la bactérie qui se ressemblent, voilà, donc sur les mêmes. On trouve les mêmes épitopes, certains épitopes de l'antigène bactérien sur les antigènes ou sur les valves cardiaques et au niveau du tissu synovial. Donc, c'est les mêmes épitopes donc de la bactérie
il se retrouve au niveau du cœur, il se retrouve au niveau des articulations. Maintenant, on a la production des anticorps contre ces antigènes de la bactérie. Et comme on a les mêmes épitopes au niveau des tissus, donc voilà, l'organisme, ces anticorps ils vont se fixer sur les tissus de l'organisme, ou sur les antigènes de l'organisme, ils vont induire des lésions. Et là, on parle de mimétisme antigénique. Donc, mimétisme, c'est-à-dire qu'il y a une ressemblance au niveau des molécules, donc il y a des épitopes partagés. Donc, c'est-à-dire des épitopes qui se trouvent voilà, entre plusieurs antigènes, que ce soit les antigènes de soi ou les antigènes de soi avec les antigènes des autres. En application, donc en dernier mot, donc ces antigènes, on les comprend mieux, et ces antigènes sont utilisés dans plusieurs domaines. Le premier domaine d'utilisation de ces antigènes, c'est la vaccination. Maintenant, donc voilà, pour protéger les enfants contre les infections bactériennes, comme le cas de tétanos, comme le cas de la diphtérie, comme le cas, je ne sais pas, donc d'autres agents pathogènes, on introduit les antigènes. Donc on va les introduire pour développer une réponse immunitaire, c'est-à-dire quoi, production des effecteurs immunitaires, voilà, et s'il y aura un compte éventuel avec les mêmes agresseurs, donc l'agresseur, il va trouver les effecteurs donc, immunitaires qui sont là, qui sont prêts à réagir, et ils vont interagir avec eux, et ils seront éliminés. Donc, ça, l'objet de la vaccination. Il y a aussi la sérothérapie, qui aussi elle est très utilisée dans le cas, par exemple, de lutter contre les venins de serpents, les venins de scorpions, par exemple, le cas de la rage, le sérum antithérapie, on a le sérum antihistaminique. Donc, c'est l'introduction des antigènes chez l'animal, production des effecteurs immunitaires, c'est des sérums, c'est des anticorps, et on va les réintroduire directement donc, chez la personne donc mordue par un chien ou piquée par un scorpion ou une personne qui a subi un accident ou des lésions donc pour lutter contre donc la tétanos. Donc les antigènes aussi sont très utilisés aussi surtout maintenant dans la production des anticorps monoclonaux. Voilà, donc maintenant l'immunothérapie, vous avez parlé de l'immunothérapie, et surtout dans plusieurs domaines, le domaine de cardiovasculaire, le domaine des maladies de complément, des maladies immunitaires, donc le domaine de maladies cancéreuses, c'est la production des anticorps monoclonaux spécifiques pour tel ou tel antigène. Ces antigènes aussi sont utilisés dans le diagnostic, beaucoup plus in vitro. Si je veux, par exemple, doser dans les maladies auto-immunes, par exemple, je veux doser les anticorps anti-ADN, donc je dois avoir l'ADN. L'ADN, c'est un antigène. Je veux doser les anticorps antiphospholipides, je dois avoir les phospholipides. Donc, antiglobuline, je dois avoir la thyroglobuline. Donc, maintenant, ce domaine de diagnostic in vitro, il est très, très, très utilisé. Et des fois, c'est l'inverse, on cherche l'antigène. Donc, je cherche par exemple le dosage de la thyroglobine, j'utilise un anticorps anti-thyroglobuline. Donc, c'est un domaine de... Maintenant, la majorité des techniques spécifiques au niveau du laboratoire utilisent cette notion de l'antigène et des vecteurs immunitaires. Les antigènes sont utilisés dans le diagnostic, dans le cas d'allergie, ce qu'on appelle les tests cutanés. Quand quelqu'un, par exemple, développe des réactions d'hypersensibilité, on est obligé de chercher quel est l'allergène responsable, quelle est la substance qui est responsable du développement d'allergie. On doit introduire des antigènes pour tester donc, la réaction de l'organisme. Est-ce que l'organisme réagit contre les pollens? Est-ce qu'il réagit contre, je ne sais pas, les moisissures? Donc là, il faut déterminer donc, l'antigène causal ou l'allergène causal.
Et dans le même domaine d'allergie, quand quelqu'un, par exemple, il est allergique, on a posé le diagnostic, et oui, le malade il est allergique pour la poussière des maisons. La poussière de maison, donc il y a des allergènes ou des antigènes. Et ces allergènes ou ces antigènes les plus fréquents, c'est les acariens. Donc on va prendre les antigènes des acariens et on va les introduire chez ces malades dans voilà, l'objectif de dévier la réponse immunitaire. Et au lieu que le système immunitaire produit certains effecteurs immunitaires, donc ils vont produire d'autres. Donc et là, on part de la désensibilisation. On part de la désensibilisation. Et je vous remercie.